C'est un domaine dont la charge affective est souvent forte et qu'il faut savoir manier avec précaution, celui de la succession. Confusion dans l'interprétation d'un acte antérieur au décès, différend dans l'évaluation des biens et des donations avant décès, désaccord dans l'attribution des biens ou même recel successoral. Les sujets de tension entre les ayants droit sont nombreux, mais il y a moyen de les éviter. Une succession sans rancœur est possible quand tout a été objectivé au maximum. Alors comment éviter les conflits entre héritiers? Pour nous éclairer, la chef de rubrique droit juridique du magazine Le Particulier du groupe Le Figaro, Caroline Mazaudier, la notaire Stéphanie Gaillard et la commissaire de justice Catherine Allemand. Bonjour à toutes les trois. Bonjour. Alors avant de traiter le sujet principal qui est celui du conflit entre les héritiers, évoquons tout de même rapidement le cas du conflit entre parents et enfants. Caroline Mazaudier, dans votre livre L'envers du droit, dans lequel vous répondez à 50 questions, il y en a une assez terrible que vous soulevez. Est-ce que je peux déshériter mes enfants? Quelle est la réponse? Oui, alors je fais juste une parenthèse pour dire que c'est un livre plutôt humoristique, d'où la formulation un peu provocatrice de cette question. Mais le fait est qu'elle existe et qu'il y a beaucoup de familles qui ont une histoire tourmentée et qui, on peut arriver à vouloir déshériter ses enfants. Alors, la réponse qui vient comme ça spontanément ici en France, c'est non. On ne peut pas le faire parce qu'il y a ce qu'on appelle la réserve héréditaire, qui est une sorte d'institution qui protège les enfants. C'est la part que la loi octroie obligatoirement à vos enfants sur votre succession. Si vous avez un enfant, c'est la moitié. 2 enfants, c'est deux tiers, je crois. Je suis sous le contrôle de Maître Gaillard notamment. Et si vous avez 3 enfants, c'est 3/4 ou plus de votre patrimoine qui ira directement à eux. Donc, en principe, vous pouvez pas. Il y a quand même des techniques. Notamment, la première, c'est 3/4 de rien, c'est rien. Donc, tout dépenser, ça peut être une idée. Alors, tout dépenser, évidemment, il faut pas le faire trop tard parce que ça pourrait être accompagné en plus on perd un peu la tête. Et là, l'enfant pourrait vouloir faire ouvrir une mesure de protection, une tutelle ou une curatelle. Donc, il faut le faire avant. Il faut le faire de manière assez modérée parce que si on dépense tout d'un coup, ça peut être problématique aussi. Et puis, il faut se réserver un petit peu d'argent. Par exemple, on peut vendre son bien immobilier en viager. Comme ça, on a une rente jusqu'à son décès. Ça peut être une idée. L'autre technique, c'est de tout placer en assurance vie. Donc là encore, il y a parce que ce capital de l'assurance vie ne passera jamais dans votre patrimoine. Il fait pas partie de la succession. Donc ça peut être un bon moyen de ne pas le laisser aux enfants. Ce qu'il faut quand même, là où il faut faire attention, c'est que le juge peut décider que les primes que vous avez versées pendant votre fin de vie étaient excessives par rapport à votre revenu, votre patrimoine, et du coup les réintégrer à votre succession. Donc c'est sous cette réserve-là. Et la troisième technique, c'est partir à l'étranger, notamment dans un pays où il n'y a pas de réserve héréditaire, un pays de common law. Avec une toute petite nuance, mais je ne vais pas rentrer dans ce détail-là, c'est que depuis 2021, je crois, il y a ce qu'on appelle le prélèvement compensatoire qu'on peut faire quand on est dans une succession internationale où il n'y a pas de réserve héréditaire. Si jamais il y a un bien qui se situe en France, alors on va pouvoir demander à un notaire de faire ce prélèvement compensatoire, de dire mais si j'habitais en France, j'aurais une réserve héréditaire, donc je veux qu'on m'applique cette règle. Entre héritiers, quelle est la discorde la plus fréquente? Est-ce qu'on a des statistiques, des chiffres Alors, sur tout ça? moi, j'ai pas de statistiques véritablement. Je pense qu'il y en a peut-être plus au niveau notarial, au niveau de l'institution. Mais nous, on a surtout des courriers de lecteurs qui nous arrivent au magazine. Très souvent, on va nous parler justement, vous l'avez évoqué, de recel successoral. Alors c'est un bien grand mot, en tout cas un mot c'est une qualification pénale, mais en fait c'est quoi? C'est je prends le bijou dans la caisse de maman qui vient de décéder parce qu'elle me l'avait promis. Donc j'ai même pas l'impression de faire quelque chose de mal. Ou pire, je me sers dans son compte en banque parce que j'ai la procuration et j'ai pas conscience que c'est interdit. Mais tout ça, c'est absolument illégal. Il faut pas le faire. C'est une source de contentieux important. Il y a le sentiment d'inégalité. Ça, je pense que pareil, vous allez en parler, le développer. Chez les enfants qui n'ont pas été traités de la même manière du vivant des parents ou dans le cadre d'un testament, là, c'est une source importante de contentieux. Et puis, il y a toute la période entre l'ouverture de la succession et le partage, où là, les frères et sœurs sont en indivision. Et ça, ce maintien de l'indivision, il peut être source de contentieux aussi. Alors, on sait qu'un notaire met en moyenne 6 mois pour régler une succession et que ce délai peut être évidemment rallongé de plusieurs années en cas de désaccord entre les héritiers. Dans quelle proportion les successions font l'objet de litiges ?
Alors, j'ai un vieux sondage BVA à vous soumettre, mais qui date de 2011, qui avait été fait pour la Chambre des notaires de Paris, qui disait qu'il y avait 22% des Français, donc à l'époque 10 millions, je crois, qui disaient avoir eu un conflit familial autour d'un héritage. En réalité, je pense que c'est beaucoup plus. Et qu'il y a énormément en fait de successions qui sont même un tout petit peu conflictuelles ou un tout petit peu litigieuses parce qu'il y a de l'humain. On le verra sûrement avec Maître Gaillard et Maître Allemand. Mais c'est fatalement compliqué. Quelles sont les initiatives peut-être pédagogiques, d'information qui pourraient être mises en œuvre justement pour permettre de favoriser, de pacifier le travail des notaires et des commissaires de justice en matière de succession? Alors, faire beaucoup de vulgarisation, ça tombe bien, c'est notre métier, donc je conseille à tout le monde de s'abonner au particulier. mais en dehors de cette plaisanterie, c'est vrai que nous, on le martèle à longueur de page et à longueur de numéro que anticiper sa succession, c'est fondamental. C'est ce qui va permettre de pacifier ce moment très pénible pour tous. Voilà, anticiper la succession. Il faut aussi communiquer peut-être plus sur les modes alternatifs de règlement des conflits, parce qu'il en existe, et notamment au sein de la Chambre nationale des notaires. Il y a une chambre de médiation. La médiation, on arrive quand même à 80% de conflits qui sont dégoupillés et qui ne vont jamais au contentieux judiciaire. C'est quand même très intéressant. Il y a l'arbitrage aussi. Je pense que les particuliers ont accès à cette chambre. Voilà. Peut-être qu'on peut tous communiquer un peu plus là-dessus. Anticiper au maximum. On va prendre les bons conseils de Stéphanie Gaillard, notaire. Maître Gaillard, quelle est l'origine majeure des discordes entre héritiers? Alors, moi, je rebondis et j'ai acquiescé tout le discours que je viens d'entendre, qui effectivement est une excellente introduction parce que je le dis et je le répète et on essaye de faire ça au quotidien, beaucoup de pédagogie. La pédagogie, c'est effectivement l'anticipation, expliquer à nos clients que de ne pas faire, c'est pas la bonne solution. Si on fait quelque chose, l'expliquer à ceux qui ne sont pas lotis d'une donation, si on prend des dispositions qui peuvent paraître un petit peu radicales vis-à-vis de certains, je pense à l'exemple d'enfants handicapés, ou dans une fratrie, s'il y a un enfant handicapé, on a toujours tendance à vouloir donner plus d'argent à l'enfant handicapé, pas parce qu'on l'aime plus, c'est surtout pour protéger ceux qui restent, parce qu'effectivement, on oublie qu'un enfant handicapé, il y a quand même tout un staff à mettre autour. Et je vois beaucoup de successions dans lesquelles les enfants, à la lecture du testament, ne prennent pas ça comme un acte d'amour, mais comme un acte de sanction. Alors que quand moi, j'avais les parents dans mon bureau, c'était vraiment fait en disant la vie a été un petit peu plus compliquée au quotidien parce qu'il y avait plus de soins ou plus d'attention ou plus de temps qui a dû être donné à cet enfant. Et le jour où les parents sont plus là, ça va vraiment être, j'ouvre une porte ouverte, mais on n'a plus la personne qui est là pour expliquer pourquoi elle a pris telle ou telle disposition. Et je trouve que c'est dommage de ne pas faire une réunion de famille dans laquelle on dit voilà, mes chers enfants, je vais mettre ça en place. Ce n'est pas une sanction vis-à-vis de vous. C'est parce que je veux vous protéger, je veux vous apaiser et que cet acte est fait dans tel ou tel but. Ils sont chefs d'orchestre. Les parents, jusqu'à leur dernier souffle, c'est encore le chef d'orchestre. Et je vois vraiment une différence de posture, quel que soit l'âge des enfants. On en parlait tous les trois avant le début de cette émission. Ça n'a rien à voir avec le niveau social, avec le niveau intellectuel, avec la connaissance des gens. Une succession, c'est l'exutoire d'une vie entière. C'est on aurait dû. J'ai un exemple de gens qui ont 75 ou 80 ans, mais vraiment pas moins en tous les cas, qui se reprochent que la petite sœur n'avait que les robes de sa grande sœur pendant toute son enfance. Je peux rien faire, je peux pas rattraper, je peux essayer d'être le plus pédagogue possible. La grande sœur m'a dit, la petite m'a dit, je suis là pour embêter ma grande sœur. Je veux me venger du fait d'avoir porté les robes de l'autre. Donc, c'est irrationnel, ça se quantifie pas, mais derrière, on peut vous dire que c'est une succession conflictuelle. C'est pas une succession conflictuelle, c'est un climat de jalousie qui s'est instauré toute une vie entière. Et que pouvez-vous faire, maître? Parce que vous avez certainement un mode opératoire pour déminer les successions dont vous sentez qu'elles vont être compliquées, susceptibles de générer des litiges. Alors déjà, les successions compliquées, je suis
un peu embêtée de le dire parce que c'est de plus en plus la pratique, mais c'est les familles recomposées avec des enfants de lits différents où tout peut se passer divinement bien tant que l'auteur est présent. Au décès de l'auteur, le beau-père ou la belle-mère qui reste, quelles que soient les dispositions qui ont été prises, on sait que la succession va être conflictuelle parce que le contexte est conflictuel. Deuxième cadre de dossier où je sais que ça va être compliqué, c'est les parents qui ont mis à disposition pour un des enfants un logement. Tu viens de divorcer, je te mets à disposition un appartement, tu ne payes pas de loyer, sauf que nous, les autres frères et sœurs au décès, combien il manque de loyer? Parce que papa et maman t'ont mis à disposition, tu as eu un avantage. Les parents ne se sont pas positionnés en disant c'est un avantage ou c'est une mise à disposition. Et nous, derrière, il faut qu'on essaye de rattraper ce qui peut être rattrapé avec les règles telles qu'elles sont. Troisième type de conflit, c'est des flux financiers entre un compte et un autre. Et je ne sais pas vous dire si c'est une donation ou un prêt. Et on rapporte à la succession, mais avec des manières de calculer qui ne sont pas les mêmes si c'était une donation ou une succession. Donc anticiper, pédagogie, les recevoir, leur répondre à leurs questions et faire des émissions comme celle-ci de vulgarisation, de éviter de faire des bêtises. Tout peut se rattraper, on a une caisse à outils, mais il faut nous le dire. Quel est l'exemple de conflit peut-être le plus original que vous ayez eu à traiter en matière de succession, maître? Je suis dans mon bureau, j'ai la veuve, ses enfants. Ma collaboratrice tape à la porte en me disant « Maître Gaillard, il y a un jeune homme qui vient pour la succession de son père. » J'en étais au 2e ou 3e rendez-vous, famille tout à fait classique, profil tout à fait classique, et j'ai un enfant adultérin qui rentre dans le bureau. Aucun ne s'est poussé pour qu'il puisse s'asseoir. Donc l'enfant adultérin était debout dans la salle. Je n'ai jamais su qui avait prévenu cet enfant. Autant vous dire que l'ambiance familiale a été un petit peu compliquée. Voilà. On l'imagine. Alors maître, comment s'orchestre votre collaboration avec un commissaire de justice pour faire en sorte qu'une succession finisse par se clôturer favorablement? Alors moi d'abord je travaille énormément avec les commissaires de justice parce que ce sont nos partenaires privilégiés, c'est-à-dire que je considère que cette interprofessionnalité elle est courante, on passe des bons moments. Il faut savoir que ça nous amuse pas du tout de régler une succession et on y met de l'affect, donc ça fait du bien d'avoir un peu de fraîcheur. Donc travailler avec des gens qu'on connaît ou qu'on apprécie, ça nous permet aussi d'enlever un peu de lourdeur parce que c'est dur pour la famille, mais c'est dur pour nous. Un inventaire, c'est vraiment rentrer dans l'intimité des gens. Et je peux vous promettre que nous sommes officiers publics et on donne de notre temps. C'est quelquefois des demi-journées, des journées entières et on accompagne les gens pour chercher un testament, pour chercher des documents. On ouvre les armoires, on ouvre les tiroirs. C'est quand même c'est pas neutre même pour nous. Donc le quotidien avec les commissaires de justice, c'est le côté inventaire prisé pour le côté fiscal. Donc il faut rappeler, mais je laisserai la parole à Maître Lallemand, qu'il y a un côté fiscal dans le sens où en France, on calcule 5% du forfait mobilier quand il n'y a pas d'inventaire et quand il y a un inventaire, on le fait à la valeur réelle de l'inventaire, sous certaines petites recommandations que je laisserai développer par Maître Lallemand. Et deuxième chose, les commissaires de justice peuvent nous servir vraiment pour éviter le conflit lorsque vous avez des héritiers qui n'arrivent pas à se mettre d'accord sur le partage des biens mobiliers. Beaucoup de biens mobiliers, beaucoup de beaux objets. Là, on les fait intervenir pour préparer des lots équilibrés et aller jusqu'à un tirage au sort pour que chacun de la fratrie ait non pas le cendrier qu'on a tous envie d'avoir, mais la notion d'aléa liée au tirage au sort. Un tirage au sort. Alors, je voudrais juste qu'on revienne un peu sur la notion de recel successoral, maître. On l'a évoqué tout à l'heure. Vous pouvez nous rappeler en un mot ce qu'est un recel successoral et comment on procède en cas de soupçon de recel successoral? Alors, déjà, c'est la base. S'il y a un recel qui est avéré, je ne suis plus, et quand je dis je, la profession de notaire sort du dossier, puisque par définition, on n'est plus dans l'amiable. Donc un recel, c'est une action qui fait que vous mentez aux autres héritiers. Il y a un testament, je l'ai caché.
Je sais qu'il y a une assurance vie, j'omets de le dire. J'ai eu une donation, je ne le rappelle pas. Ça, c'est vraiment les cas les plus classiques du recel. Si nous avons connaissance de ce type d'action, on n'est plus dans un dossier classique. Ensuite, la pédagogie, encore une fois, parce que si les héritiers ont des suspicions, ont l'impression qu'il y a eu le fameux vol de bijoux, les fameuses virements d'un compte à compte très régulièrement à la tirette, des choses qui disparaissent. Enfin, je pense que vous n'avez pas besoin que je continue l'énumération. Là, à ce moment-là, on peut vraiment dire aux héritiers: je vous conseille, on vous conseille de faire une déclaration, d'être sûr de ce que vous êtes en train de dire, et nous, on sort du dossier. Parce que la sanction, c'est que les choses qui ont fait partie du recel, l'héritier n'héritera plus des biens qui ont été captés, parce que c'est une captation d'héritage, en fait. Mais les gens utilisent mal les mots. Le notaire aurait dû, on m'a pas dit, on m'a évincé, on m'a exhérédé, il y avait beaucoup de sous, il aurait dû me les donner, il s'est remarié, il y avait une donation entre époux, tout a été vendu, on a vendu en viager. Il y a du fantasme, c'est-à-dire que au moment d'une succession, il y a énormément, mes parents étaient à la tête d'une fortune, oui, sauf que tes parents, ils ont fait faillite, sauf que tes parents, ils ont eu un revers de médaille, sauf que tes parents, ils avaient signé des reconnaissances de dette et que il n'y a plus. Mais les enfants, ils ont toujours l'impression que la maison, elle était immense. Et il y a un peu de... Je veux pas dire que les gens se mentent, mais il y a quand même un petit peu on enjolive ces souvenirs d'été. Et de vacances. Et de jeunesse. Et donc, beaucoup de conflits possibles. On va passer la parole à Maître Allemand. Alors, on peut aussi vous demander, selon vous, quels sont les cas les plus fréquents de discorde dans les héritages. Je peux que confirmer ce qu'on vient de dire de cette émotion et de cette histoire familiale avec des mythes, avec du temps passé, des choses dites, des choses non dites. Bon, ça c'est la matrice universelle de toute famille. En ce qui concerne les conflits, nous, on n'est pas tellement concernés par les conflits et les tensions. On va les percevoir au moment de l'inventaire, qui est un moment marquant, parce que on est au domicile ou dans les différentes résidences du défunt ou de la défunte. Et l'inventaire est un moment marquant. Les héritiers sont tous présents ou représentés. Et au moment où on sent qu'il y a des tensions, le notaire, lui, est très impliqué. Nous, on va plutôt s'extraire et se mettre dans une bulle un peu autistique pour se concentrer sur ce qu'on a à faire, c'est-à-dire une description, une authentification et une prisée des meubles meublants. Et c'est vrai que on va parfois, un héritier va nous dire: ah, cet objet, il est dans la famille depuis des siècles, et on va dire, malheureusement, il n'est pas très ancien. Donc, ces valeurs que les héritiers pensaient avoir sur des objets ne sont pas. Donc voilà, on va plutôt remettre les choses dans leur réalité et d'une façon totalement impartiale, ce qui va permettre ensuite un partage équitable entre héritiers. Donc on va plutôt participer à ce qu'il n'y ait pas de conflit, pour remettre les choses dans la réalité. On s'attend à voir un notaire lors d'une succession, évidemment. On s'attend peut-être moins à voir un commissaire de justice. Vous pouvez nous rappeler clairement le rôle d'un commissaire de justice lors d'une succession? Alors, il y a 3 choix qui sont proposés aux héritiers. C'est pour valoriser la masse successorale, c'est la vente aux enchères directe dans les 2 ans. Donc là, on a le rôle de premier plan, puisqu'on va organiser et procéder à la vente. Et ensuite, les droits et taxes seront pris sur le produit de vente net. Ensuite, il y a l'inventaire, donc sur les meubles meublants. Donc là, c'est une description avec prisée, détaillée et lot par lot. Et on donne la prisée immédiatement au moment de l'inventaire. Alors, parfois, il y a certains objets, on peut demander avoir un petit délai pour communiquer la prisée, parce que on va avoir besoin de consulter des bases de données, des experts qui vont nous donner des informations. Et ensuite, il y a là-dessus, on n'intervient pas, mais on va pouvoir le contredire, c'est-à-dire que les héritiers vont faire un inventaire déclaratif détaillé avec des estimations. Et de toute façon, l'État prendra sur les 5% de la valeur du reste des biens immobiliers et mobiliers. Et pour contrecarrer ces 5%, parce que si vous avez par exemple un actif à 500 000 euros,
Si vous choisissez le forfait des 5%, ça fait 25 000 € sur lequel seront calculés les droits de succession. Si on fait un inventaire des meubles meublants et que la valeur est de 6 000 €, les taxes seront prises sur les 6 000 €. Donc quand même, c'est un gros delta. Et souvent, la valeur de l'immobilier est supérieure à la valeur des biens meubles meublants. Sont exclus de ce forfait des 5%. Les objets d'art et de collection. Donc, objets d'art, pour le Code général des impôts, c'est quand même les tableaux et les sculptures des grands maîtres. Et la collection est considérée comme collection, ce qui est dans une galerie ou dans une pièce individualisée, réservée à la collection. Voilà, donc on fera dans ce cas-là, le notaire va nous demander, et encore une fois, on fait ce que nous demande le notaire. On n'est pas partie prenante dans la succession. On fait ce que nous dit le notaire. Justement, pour le notaire et aussi pour les héritiers, quel est l'avantage de confier la réalisation de l'acte authentique d'inventaire à un commissaire de justice comme vous? Notre responsabilité, puisqu'on engage notre responsabilité sur les descriptions et sur les prisées. Donc ça permet au notaire, s'il y a un souci, de dire « c'est pas moi, c'est lui ». Vous êtes d'accord? Oui, du conseil. Moi, je trouve que vous êtes quand même vous conseillez les clients aussi en disant il y a un bel objet, attention. Voilà. Voilà, parce que bien entendu, s'il y a une police d'assurance, le Trésor public en aura connaissance, ou des objets qui ont été achetés en vente aux enchères 200 000 € et que dans la prisée ils sont à 10 000, il y aura forcément un risque de redressement. Donc à nous de poser des questions et c'est vrai là d'interroger les héritiers pour en savoir plus. Et quand on voit un bel objet, on va forcément poser la question et dire attention, c'est considéré comme un objet d'art. Pour le Trésor public. L'intérêt, c'est aussi de permettre un partage qui va justement, ce sont des estimations qui sont au prix du marché. Sur le marché, on est parfaitement actualisé des prix du marché puisqu'on fait des ventes aux enchères. Ça permet de rééquilibrer et justement Alors, comme je dis, c'est parfois violent parce que ça correspond pas au mythe familial. Parce qu'un jour, moi, je suis allée faire un inventaire, il devait y avoir un monnaie. Malheureusement, c'était pas du tout un monnaie. Donc, on remet les choses à leur place et ça permet des partages équitables dans lesquels il y a plus de discussion, plus de tension. Alors, ce qui pose problème en matière de succession, évidemment, ce sont les situations bloquées en raison notamment du silence d'un héritier sans motif légitime. Les co-héritiers peuvent faire appel à un commissaire de justice pour signifier une sommation d'opter au successeur bloqueur. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors attention, la sommation, c'est l'avocat qui l'a fait, c'est pas le commissaire de justice. Nous allons faire une signification, donc qui va donner une date certaine et un contenu certifié, ce qui est quand même c'est dans les 4 mois, après 4 mois suivant la succession, et ça va permettre de forcer l'héritier silencieux à se prononcer sur son choix, soit il accepte, soit il refuse. Et s'il répond pas dans les 2 mois, il est considéré comme ayant accepté purement et simplement la succession. Une situation fréquente que vous avez déjà éprouvée? Non, mais j'ai eu le cas d'un héritier silencieux qui a finalement s'est manifesté. En fait, c'était ses co-héritiers lui demandaient de ramener un tableau qui lui avait été offert 50 ans auparavant en cadeau de mariage, mais qui n'avait pas fait l'objet d'une donation-partage. Et c'était un très beau tableau d'un peintre qui n'était pas un peintre majeur, mais un peintre important et un très beau tableau. Et l'héritier, finalement, s'est manifesté, donc elle est sortie de son silence, mais est revenue avec le tableau lacéré. Donc j'ai trouvé frappant pour l'œuvre et pour les co-héritiers. Nous allons maintenant passer à la prochaine rubrique de notre émission.